10 milliards de dollars. C'est le volume de transactions enregistré par le fonds Bitcoin de BlackRock en une seule journée, le 5 février 2026. Le même jour, le Bitcoin s'effondrait de 13%. Le même jour, les investisseurs retiraient 175 millions de dollars de ce même fonds. Volume record, crash record, retrait massif. Et personne ne vous explique pourquoi ces trois choses se sont produites en même temps. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Pas avec des théories, avec des données, des flux vérifiables, des documents publics que vous pouvez vérifier vous-même. Parce que ce qui se passe sur le marché du Bitcoin en ce moment n'est pas un simple crack. C'est un transfert. Et quand vous comprendrez la mécanique de ce transfert, vous ne regarderez plus jamais les marchés de la même façon. Depuis son record historique de 126 000 dollars en octobre 2025, le Bitcoin a perdu près de 50% de sa valeur. Plus de 1200 milliards de dollars ont disparu. Et la chute n'est pas terminée. Jeudi dernier, le Bitcoin est tombé à 60 000 dollars. Le jour d'avant, il était encore au-dessus de 71 000. En quelques heures, plus de 2 milliards de dollars de positions longues et courtes ont été liquidés. Selon les données de CoinGlass, c'est la pire vague de liquidation depuis l'effondrement de FTX en 2022. Et pendant que les petits investisseurs paniquaient, pendant que les ordres de vente automatique s'enclenchaient les uns après les autres, BlackRock enregistrait le jour de trading le plus actif de toute l'histoire de son fonds Bitcoin. Quelque chose ne colle pas, et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Mais voici ce qui devrait vous alerter. Ce ne sont pas les petits investisseurs qui provoquent cette chute, ce sont les institutions. Et elles ne fuient pas le marché, elles le restructurent, au fait. Ce que je vous montre là. Les abonnés de la recherche financière ont vu ça mardi dernier. Avant cette vidéo ici, si vous voulez voir avant tout le monde la prochaine fois, le lien est dans la description. Mais continuons. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre comment fonctionne un ETF Bitcoin. Quand vous achetez des parts du fonds IBIT de BlackRock, vous n'achetez pas du Bitcoin. Vous achetez un titre financier adossé à du Bitcoin. C'est une différence fondamentale. Quand suffisamment d'investisseurs veulent vendre leurs parts, BlackRock doit vendre du vrai Bitcoin pour honorer ses rachats. Le Bitcoin quitte les coffres numériques du fonds, transite par Coinbase Prime et se retrouve vendu sur le marché ouvert. Et c'est là que le schéma devient visible. Depuis novembre 2025, les ETF Bitcoin américains ont enregistré des sorties nettes de plus de 6 milliards de dollars. 6 milliards. C'est la plus longue série de retraits depuis le lancement de ces produits en janvier 2024. En janvier 2026, les sorties se sont encore accélérées. Selon TradingView et Cointelegraph, 2 900 millions de dollars sont sortis des ETF Bitcoin en seulement 12 jours de trading à partir du 16 janvier. C'est une moyenne de 243 millions par jour. Rien que la semaine du 30 janvier, près d'1 milliard de dollars sont sortis en une seule séance. Le fonds de BlackRock a mené cette hémorragie avec 317 millions de retraits ce jour-là. Fidelity a perdu 168 millions. Grayscale, 119 millions. Le 3 février, encore 272 millions de sorties nettes. Le 5 février, 434 millions de sorties sur l'ensemble des 11 fonds. BlackRock seul représentait 40% du total. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces retraits ne se produisent pas au hasard. Ils suivent un schéma temporel précis. Les ventes massives se concentrent systématiquement entre 10h et 11h du matin, heure de New York. Quand Wall Street ouvre, le Bitcoin plonge. Quand Wall Street ferme, le Bitcoin se stabilise. Ce schéma s'est répété chaque jour de trading depuis novembre. Ce n'est pas de la panique, c'est de la précision. Laissez-moi vous poser une question. Vous pensez que vous voyez cette analyse en premier? Non, les abonnés de la recherche financière ont vu ça il y a 72 heures. Pendant que vous attendiez cette vidéo, ils lisaient l'analyse complète. Pendant que YouTube traitait l'upload, ils avaient déjà terminé. Vous êtes toujours un pas en arrière, et je ne peux pas changer ça dans une vidéo YouTube. Ce que je peux faire, c'est vous montrer où est le lien. Il est dans la description. Ce que vous en faites, c'est votre problème. Un accès. Toutes les analyses. Toujours en premier. On continue. Maintenant, regardons les données de plus près. Le 5 février, le jour du crash, le fonds IBIT de BlackRock a traité plus de 284 millions d'actions. Plus de 10 milliards de dollars de volume en une journée. C'est un record absolu depuis le lancement du fonds. Et ce même jour, 175 millions de dollars sortirent du fonds. Volume record et retrait massif le même jour. Cela signifie une chose, quelqu'un vendait massivement, et quelqu'un d'autre achetait massivement. La question est simple, qui est de quel côté? Les données de la blockchain donnent des indices. Les grandes plateformes asiatiques, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, ont enregistré des entrées nettes pendant que les ETF américains saignaient.
Un côté vend du papier, l'autre côté accumule du vrai Bitcoin. Juste une chose, la prochaine analyse est en cours d'écriture. Les abonnés la verront avant la prochaine vidéo. Le lien pour y accéder est dans la description. Soyez le premier à savoir. On continue. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ce schéma est si dangereux. Ce n'est pas juste une question de prix, c'est une question de structure de marché. Avant les ETF, la découverte du prix du Bitcoin se faisait sur les plateformes crypto, Binance, Coinbase, Kraken. La blockchain était la source de vérité. Aujourd'hui, la découverte du prix se fait dans les marchés ETF. Le fonds IBIT de BlackRock détient plus de 300 000 bitcoins. Quand IBIT vend, le bitcoin baisse. Quand IBIT achète, le bitcoin monte. C'est la queue du chien qui remue le chien entier. Et voici le problème. Les ETF ont créé deux marchés distincts pour le même actif. Le marché papier, où se négocient des contrats, des dérivés, des parts de fonds, et le marché physique, où s'échangent de vrais bitcoins sur la blockchain. Ces deux marchés sont censés être connectés, mais en ce moment, ils se déconnectent à une vitesse alarmante. Pensez à une baignoire. L'offre de nouveaux bitcoins par les mineurs, c'est le robinet. Environ 450 bitcoins par jour depuis le halving de 2024. La demande de rachat ETF, c'est le tuyau d'évacuation. Et en ce moment, le tuyau d'évacuation est 2 fois plus large que le robinet. Les ETF liquident environ 900 bitcoins par jour sur le marché. Les réserves disponibles à la vente diminuent. Mais les prix continuent de baisser. C'est une contradiction. Et les contradictions sur les marchés finissent toujours par se résoudre, violemment. Et c'est précisément là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que ce crack n'est pas apparu de nulle part. Il a un déclencheur. Et ce déclencheur a un nom. Kevin Warsh. Fin janvier 2026, le président Trump a nommé cet ancien gouverneur de la Réserve fédérale pour succéder à Jerome Powell, à la tête de la Banque centrale américaine. Et les marchés ont réagi immédiatement. Warsh est connu pour une chose, la discipline monétaire. Des taux d'intérêt élevés, un bilan de la Fed plus restreint, moins de liquidités dans le système. Pour un actif spéculatif comme le Bitcoin, qui a prospéré pendant l'ère de l'argent facile, c'est un signal de mort. Marcus Thielen, fondateur de 10x Research, l'a résumé clairement. Les marchés considèrent le retour de l'influence de Warsh comme baissier pour le Bitcoin. Son accent sur la discipline monétaire et des taux réels plus élevés cadre le crypto, non pas comme une protection contre la dévaluation, mais comme un excès spéculatif qui disparaît quand l'argent facile se retire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le dollar américain s'est renforcé. Les investisseurs ont fui les actifs risqués. Les actions technologiques ont plongé. Microsoft a chuté de 10% après des résultats décevants. Et le Bitcoin a suivi le mouvement. Ce n'est pas un hasard. Le Bitcoin ne se comporte pas comme de l'or numérique en ce moment. Il se comporte comme une action technologique surendettée. Et c'est le problème fondamental. Pendant des années, l'argument était simple. Le Bitcoin protège contre l'inflation. Le Bitcoin est une couverture contre l'incertitude. Le Bitcoin est l'or du 21e siècle. Mais regardez ce qui s'est passé depuis octobre 2025. L'or a continué de monter. L'argent métal a atteint des niveaux historiques avant sa propre correction. Et le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur. L'écart entre la performance de l'or et celle du Bitcoin n'a jamais été aussi grand. C'est la preuve que le narratif de l'or numérique ne tient plus, du moins pour le moment. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez. Le crash du Bitcoin n'est pas un événement isolé. C'est un symptôme d'un problème beaucoup plus profond dans l'architecture financière mondiale. Regardez les chiffres. La dette nationale américaine a atteint 38 560 milliards de dollars au 4 février 2026. C'est 2 350 milliards de plus qu'il y a un an. L'augmentation quotidienne moyenne est de 6 430 millions de dollars par jour. Les intérêts sur cette dette représentent désormais la dépense fédérale qui croît le plus vite. Le Congressional Budget Office prévoit que les intérêts atteindront 14% des dépenses fédérales totales d'ici 2028. Et le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré cette semaine que le gouvernement américain n'a pas le pouvoir d'intervenir pour soutenir les crypto-monnaies en cas de crack. Fin de l'illusion d'un filet de sécurité gouvernemental. Mais voici le paradoxe. Pendant que le marché panique, pendant que les petits investisseurs vendent à perte, pendant que les liquidations s'enchaînent, il y a un acteur qui fait exactement le contraire. Strategy, l'entreprise de Michael Saylor, anciennement connue sous le nom de MicroStrategy. Au 26 janvier, Strategy détenait 712 647 bitcoins. Le prix moyen d'achat est de 76 052 $ par bitcoin. Avec le bitcoin en dessous de ce seuil, l'ensemble du trésor de l'entreprise est techniquement à perte. Selon Coindesk, c'est la première fois que Strategy se retrouve sous l'eau sur ses positions bitcoin. Mais Saylor n'a pas vendu un seul bitcoin.
Au contraire, la semaine précédant le crash, il a acheté 855 bitcoins supplémentaires pour 75 millions de dollars. Et les semaines d'avant, c'était encore plus agressif. 22 305 bitcoins pour 2 milliards 130 millions le 20 janvier. 13 620 7 bitcoins pour 1 milliard 250 millions le 12 janvier. Retenez bien cette information. D'un côté, BlackRock enregistre des milliards de sorties à travers ses ETF. De l'autre, Saylor accumule du Bitcoin à un rythme historique. Un vend, l'autre achète. Mais voici la nuance essentielle que la plupart des analystes ignorent. BlackRock ne vend pas vraiment. Ce sont les investisseurs du fonds iBet qui vendent leur part. BlackRock, en tant que gestionnaire, est obligé de liquider du Bitcoin pour honorer ses rachats. C'est mécanique, c'est automatique. Et c'est ce qui rend le processus si dangereux. Parce que ces rachats créent une boucle. Les investisseurs vendent leur part ETF. BlackRock vend du Bitcoin pour les rembourser. La vente de Bitcoin fait baisser le prix. La baisse du prix pousse d'autres investisseurs à vendre. Et la spirale continue. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine du 5 février. Mais la donnée qui devrait vraiment vous inquiéter, c'est celle-ci. Le 6 février, vendredi, après le crash, le fonds iBet de BlackRock a enregistré 231 millions de dollars d'entrées nettes. Selon Cointelegraph, c'est seulement le 11e jour d'entrée nette pour IBIT en 2026. Le marché détruit les investisseurs le jeudi, et le vendredi, de l'argent frais rentre dans le même fonds. C'est toujours le même schéma, vendre haut, faire paniquer le marché, racheter bas. Et le Bitcoin est remonté au-dessus de 70 000 dollars vendredi. 11% de hausse en une seule journée, après avoir touché 60 000 dollars la veille. Ceux qui ont vendu dans la panique jeudi ont perdu. Ceux qui ont acheté vendredi sont déjà en profit. Ce n'est pas un marché libre, c'est une machine à extraire de la valeur des investisseurs mal informés. Maintenant, la question que tout le monde se pose, que va-t-il se passer ensuite ? Je vais vous donner 3 scénarios, avec des probabilités et des niveaux précis à surveiller. Scénario 1. Le rebond technique, probabilité de 40%, le Bitcoin consolide entre 65 000 et 75 000 dollars pendant les 2 à 3 prochaines semaines. L'indice de peur et d'avidité, qui est tombé à 12, un niveau d'extrême peur commence à remonter. Les liquidations forcées s'épuisent. Les acheteurs institutionnels, comme Strategy, continuent d'accumuler. Dans ce scénario, le Bitcoin pourrait revenir à 85 000 dollars d'ici avril. Non pas parce que les fondamentaux ont changé, mais parce que la pression vendeuse s'est épuisée. Scénario 2. La descente prolongée. Probabilité de 40%. Kevin Warsh était confirmé par le Sénat. Il signale une politique monétaire plus restrictive. Les taux restent élevés. Le dollar continue de se renforcer. Les sorties des ETF Bitcoin s'accélèrent. Dans ce scénario, le Bitcoin teste 50 000 dollars d'ici mars. Strategy fait face à une pression sur ses prêts adossés au Bitcoin. D'autres entreprises ayant suivi la stratégie de Saylor commencent à liquider. L'effet de cascade crée un nouveau crack. Selon D6 Research, le Bitcoin pourrait descendre jusqu'à 50 000 dollars après un rebond temporaire. Scénario 3. Le choc de liquidité, probabilité de 20%. Un événement extérieur, une escalade géopolitique, une crise bancaire, un problème technique sur une grande plateforme déclenche une vague de vente simultanée sur tous les actifs risqués. Le Bitcoin plonge sous 45 000 dollars. C'est le scénario le plus douloureux, mais c'est aussi celui qui, historiquement, précède les plus grandes remontées. Chaque crack majeur du Bitcoin a été suivi d'un nouveau record historique. 2014 après Mategox, 2018 après l'éclatement de la bulle des ICO, 2020 après le Covid, 2023 après FTX. Le cabinet Kobeissi Letter l'a formulé ainsi. Chaque grand crash crypto semble être la fin du monde pour cette classe d'actifs. Mais sur le long terme, il devient une simple erreur. Ce n'est pas un conseil d'investissement, ce sont des données historiques. Maintenant, voici ce que je pense que vous devriez retenir de tout ça. Premièrement, le marché du Bitcoin n'est plus ce qu'il était. Les ETF ont fondamentalement changé la structure du marché. Le prix est désormais déterminé par les flux institutionnels, pas par l'offre et la demande naturelle. Deuxièmement, la nomination de Kevin Warsh est le signal le plus important pour les marchés en 2026. Sa politique monétaire déterminera le flux de liquidités et donc le prix de tous les actifs risqués, Bitcoin compris. Troisièmement, le schéma de déconnexion entre le marché papier et le marché physique du Bitcoin ressemble à ce que nous avons vu sur les marchés des métaux précieux. Et quand ces déconnexions se résolvent, c'est toujours brutal. Ce qui me fascine dans cette situation, c'est la symétrie historique.
Quand le marché papier de l'argent métal s'est déconnecté du marché physique en 1979 et 80, le prix est passé de 6 $ à 50 $ l'once en moins d'un an. 733% d'augmentation. Quand le marché papier de l'or s'est déconnecté des réserves physiques dans les années 2000, le prix est passé de 250 à 1900 $. La question n'est pas de savoir si cette déconnexion va se résoudre pour le Bitcoin. La question est quand et à quel prix. Et cette incertitude, c'est exactement ce qui rend cette période si dangereuse et si pleine d'opportunités en même temps. Voici mes recommandations pratiques. Si vous détenez du Bitcoin dans votre propre portefeuille, ne paniquez pas. Le Bitcoin physique dans votre propre portefeuille n'est pas un trade, c'est une assurance. Vous n'annulez pas votre assurance incendie parce que la maison de votre voisin n'a pas brûlé. Si vous utilisez de l'effet de levier, ce crash est votre signal d'alarme. Plus de 400 millions de dollars de liquidation se sont produits le 5 février seul. L'effet de levier dans un marché manipulé par les institutions est un suicide financier. Si vous attendez sur la touche avec du cash, cette période pourrait être votre opportunité, mais seulement si vous achetez par tranche, pas tout d'un coup, pas en espérant un rebond immédiat. Des ordres à 60 000, 55 000, 50 000, accumulés lentement, comme le fait Strategy. Et enfin, ne faites jamais confiance à un seul récit. Le récit baissier dit que le Bitcoin est mort. Le récit haussier dit que c'est une opportunité historique. La vérité est entre les deux. Le Bitcoin est un actif qui subit une restructuration institutionnelle massive. Les gagnants seront ceux qui comprennent cette restructuration. Les perdants seront ceux qui réagissent émotionnellement au mouvement de prix quotidien. Et c'est la leçon de cette semaine. 10 milliards de dollars de volume, 175 millions de sorties, un crash de 13%, suivi d'un rebond de 11% le lendemain. Ce n'est pas un marché, c'est un mécanisme de redistribution. Et maintenant, vous savez comment il fonctionne. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement sur les marchés, abonnez-vous, parce que ce genre d'analyse, vous ne la trouverez pas sur les chaînes mainstream. On se retrouve demain avec les derniers développements.